Monsieur le Président, Monsieur le modérateur, chers amis, Mesdames et Messieurs, je vais vous présenter donc une communication sur les systèmes sans fil, toutes les liaisons qui existent au niveau des audioprothèses. J'avais déjà fait... Oui, bien sûr. Oui. Pas de problème. Tiens, vas-y. Oui, bonjour. Une brève annonce. Si vous avez des questions, vous pouvez télécharger, si ce n'est déjà fait, l'application EPU 2019. Vous connectez sur le Wi-Fi qui est sur votre carton et quand vous allez sur le programme, vous cliquez sur la conférence en cours, en l'occurrence celle de Grégory. Vous pourrez poser des questions en direct qui arriveront sur la tablette qui se trouve sur la table de la présidence. Voilà. Et ces questions sont archivées et ça permettra d'alimenter le débat. Excuse-moi encore, Grégory. Avec plaisir. Bien. Donc, je vous disais, oui, j'avais travaillé sur cette présentation déjà en 2013 et on avait déjà pu mettre en évidence de nombreuses évolutions technologiques dans notre métier. En l'espace de 5 ans, on a pu voir encore de nombreuses améliorations et des nouvelles techniques qui vont nous servir au quotidien. Donc, je vais essayer de vous les présenter de façon plus simplifiée. Comme vous pourrez le constater, évidemment, il y aura certainement des questions. N'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Alors, il n'est pas rare, effectivement, de rencontrer des patients dont les difficultés d'intelligibilité persistent malgré une adaptation prothétique de qualité, comme vous pouvez le réaliser tous les jours. Nous avons des produits de dernière génération qui offrent effectivement de grands conforts, notamment à la télévision, au téléphone, en groupe, en réunion, en classe, etc. Tous ces nouveaux produits améliorent considérablement la compréhension et ont toujours eu comme objectif d'améliorer le rapport signal-bruit sur bruit. Donc cette amélioration du rapport signal sur bruit, avant tout, c'est débruiter. Comment on peut débruiter? Eh bien, on débruite grâce à des outils, des technologies fournies dans les aides auditives. L'objectif, c'est d'épurer le signal. Nous avons tous pu constater dans notre pratique au quotidien les difficultés que rencontrent les malentendants. Avant tout, comprendre dans le bruit, même si la surdité parfois est légère, et c'est toujours un éternel défi chez nous. Comment améliorer ce rapport signal sur bruit? Bien, entre l'émetteur et le récepteur, grâce aux capacités de réglage des aides auditives qu'on connaît bien, les microphones adaptatifs, les traitements vocaux privilégiés, les systèmes d'amélioration au niveau des canaux. Donc on a de nombreux canaux. Aujourd'hui, on parle de 64 canaux. Demain, on parlera de 128 canaux. On pourrait penser qu'un jour, on aura autant de canaux que de cellules ciliées. Donc ça, évidemment, on ne les réglera pas tous, mais ça pourrait être un objectif. Les systèmes d'expansion phonétique, etc. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout aux systèmes de liaison sans fil qui permettent encore d'améliorer ce rapport signal-bruit. Donc le premier système qu'on connaît bien, c'est la boucle magnétique. On passe en position T, ça existe depuis longtemps. Un autre système qu'on connaissait déjà depuis quelques années, c'est la communication entre les aides auditives au travers de l'induction numérique codée. Donc ce sont des protocoles particuliers qui utilisent donc des champs magnétiques. La communication maintenant plus présente entre les aides auditives au travers du Bluetooth, donc de cette technologie sans fil qui utilise une porteuse qui est 2,4 GHz, qu'on va détailler plus tard, qu'on retrouve notamment aujourd'hui dans tous les systèmes multimédia, et bien sûr les systèmes de modulation de fréquence ou de modulation numérique, notamment que vous connaissez au travers des appareils de classe comme le Roger de chez Phonak. Alors les transmissions de données, elles se font grâce à 5 entrées. La première entrée qu'on connaît tous, bien sûr, c'est la voix classique, le microphone, on capte les déplacements moléculaires et on les amplifie, on les module comme on veut, et ça ressort par l'intermédiaire d'un haut-parleur. Vous avez bien évidemment les autres entrées, c'est de celle-ci dont on va parler aujourd'hui, notamment la bobine T, l'entrée audio, qui permet de se connecter directement au système FM ou modulation, l'entrée 2,4 GHz, donc cette fameuse porteuse qui va permettre d'avoir des systèmes de liaison sans fil au travers des dénominations qu'on connaît comme le Bluetooth, mais également d'autres dénominations qui s'appellent ISM, qui intègrent tous les protocoles
dans ces systèmes de communication sans fil qu'on appelle industrie scientifique et médicale. L'induction numérique codée, et nous allons commencer tout d'abord par la bobine. Donc la bobine inductive que vous connaissez tous, vous savez que dans les salles de spectacle équipées pour les malentendants, on a une oreille bleue qui nous indique que vous pouvez passer sur la position T. C'est un système relativement simple qui consiste à court-circuiter le microphone, et on va utiliser une autre entrée qui va être une bobine émettrice pour le système émetteur. L'orateur va parler dans un microphone qui va être amplifié et le signal va être modulé au travers d'une bobine, d'un bobinage qui va émettre un signal, et ce signal va être reçu par l'aide auditive. Il sera ensuite transcrit et amplifié pour le malentendant. Il existe bien sûr d'autres systèmes de communication sans fil, et c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, notamment des systèmes au travers d'interfaces, ça existe toujours, et malgré la révolution technologique que l'on a en cours, notamment avec notre métier qui évolue sans cesse, il faut savoir que dans la réforme, les produits de classe 1 et les produits de classe 2, vous allez avoir de nombreux produits de classe 1 qui vont encore conserver ces systèmes qui fonctionnaient parfaitement avec des interfaces. Donc c'est le cas de nombreux produits, on les décrira plus tard. Et ensuite, grâce à ces interfaces, vous pourrez accéder à d'autres interfaces qui fonctionnent en Bluetooth, souvent gourmands en énergie. Voilà des systèmes qui, eux, parlent directement, sans interface, avec des protocoles Bluetooth, donc des systèmes de communication directe, ou en induction numérique codée, directement. Donc ce sont des systèmes un petit peu différents. Et puis les systèmes à modulation de fréquence, ou FM, que l'on connaissait. Donc dans le passé, c'était le système FM. Ça a tendance à être remplacé totalement par les systèmes avec des porteuses 2,4 GHz, c'est-à-dire des systèmes numériques, comme on le connaît très bien sur le système Rogers chez Phonak. Donc comprendre le fonctionnement de ces systèmes nous permettra effectivement le meilleur choix prothétique, et ça c'est important, puisqu'on doit toujours avoir à l'idée de mieux appareiller le patient, et c'est pour nous fondamental. Et donc on va essayer de proposer aux patients des stratégies, et ces stratégies, elles vont nous apporter un meilleur confort. Donc le principe de fonctionnement de ces systèmes de liaison sans fil, avant tout, ce sont des systèmes radio, donc qui fonctionnent sur les systèmes qu'on connaît déjà. Eh bien, on connaît bien sûr la radio, c'est-à-dire on a une antenne qui émet un signal et on reçoit ce signal et on entend à l'autre bout, à des dizaines, des centaines de kilomètres ou des milliers de kilomètres, la personne de l'autre côté qui parle. Donc ces systèmes de diffusion sont capables d'être diffusés grâce finalement à l'électricité, puisque l'électricité va permettre de générer des ondes radio. Donc on va remonter un petit peu en arrière et on va vous rappeler bien sûr les personnes qui sont à l'origine de ces technologies. Donc au travers d'une expérience inattendue d'Ørsted Hans Christian, qui est un physicien chimiste danois, en 1820, à l'origine de la découverte, il découvre une interaction entre l'électricité et le magnétisme. Ce sont vraiment les principes fondamentaux. Il fait des expériences, et au cours de ces expériences, il constate que quand le courant passe dans un fil, il est capable de faire bouger finalement une aiguille aimantée dans une boussole. Donc là, ça l'interpelle, et il propose une constatation de ce phénomène, et dans une société scientifique, il publie donc en 1820, au XIXe siècle, il publie une expérimentation qui va être critiquée par ses pairs et finalement reprise par d'autres. Donc c'est en septembre 1820 qu'Ampère prit connaissance des résultats et développa la théorie qui allait permettre l'émergence de l'électromagnétisme. Donc un grand scientifique, père de beaucoup de découvertes, en 1820, à partir de l'expérience d'Ørsted, il découvre que la direction dans laquelle se déplace l'aiguille de la boussole dépend du sens du courant. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire quand il fait varier le courant dans un sens, ça se déplace dans un sens, et dans l'autre, l'aiguille se déplace dans un autre sens. Donc c'est la fameuse loi du bonhomme d'Ampère. Et donc le bonhomme d'Ampère est couché et sur le conducteur. Le courant
va passer du plus vers le moins, parcourt le bonhomme, des pieds à la tête. Il a les yeux dirigés vers l'aiguille aimantée et le pôle nord de cette aiguille se déplace vers la gauche. Donc ça, c'est une règle fondamentale qui est la fameuse règle décrite de la main droite, où vous pouvez avoir effectivement le pouce, le majeur et l'index, qui vont vous indiquer des informations capitales, puisque le pouce indique le mouvement du champ magnétique, le majeur, la direction de ce champ magnétique, et bien sûr, le courant circule dans l'index, qui indique la direction du courant. Donc cette découverte est particulièrement fondamentale, puisqu'au XIXe siècle, eh bien, on a constaté que l'électricité permettait d'influencer les systèmes magnétiques. Et cette constatation, effectivement, qui paraissait simple, est néanmoins la pierre angulaire de tous les phénomènes qui nous unissent aujourd'hui et qui permettent de régir les lois de transmission des informations sans fil, au travers d'un récepteur, d'un émetteur et d'un récepteur. Donc, il faudra attendre M. Maxwell, mathématicien et physicien écossais, qui exprimera conceptuellement l'unification de l'électricité, du magnétisme, en reprenant les travaux de Faraday, et André-Marie Ampère à l'aide de 4 équations complexes. Je vous épargnerai les équations qui me dépassent complètement. Peut-être pas Joël, mais en tout cas moi, elles me dépassent. Cette structure donc dynamique des champs électriques et magnétiques se propageant à travers l'espace est appelée onde électromagnétique. Donc cette onde électromagnétique, et c'est ça qui est important, prévoit l'existence d'une onde associée qu'on appelle porteuse, et cette fameuse porteuse va se déplacer dans l'espace et dans le vide à la vitesse de 300 000 km à la seconde. Donc, alimentée par une source alternative de haute fréquence, une antenne rayonne en donnant un champ électrique ou un champ magnétique. Elle peut également intercepter un champ électromagnétique et le convertir en tension ou en courant. Donc, aujourd'hui, la plus grande source d'énergie électromagnétique, nous la connaissons, c'est le Soleil. Son énergie est incomparable à toutes les autres, mais je vais vous présenter toutes celles qui ont été fabriquées depuis quelques décennies par l'homme. Avant tout, bien évidemment, nous connaissons les antennes, nous connaissons la radio, nous connaissons la télévision, bien entendu les téléphones, les systèmes de radiologie, et donc on a un spectre très étendu qui va des basses fréquences aux ultraviolets et au-delà, aux rayons ionisants, que sont les rayons X et les rayons gamma. Donc nous, on se situe où? Parce que c'est ce qui nous intéresse, ramenons-nous à l'audioprothèse. En audioprothèse, on va travailler sur une toute petite partie qui est comprise entre 3,144 MHz et 2,4 GHz. Donc les informations peuvent transiter entre deux antennes sous forme d'ondes électromagnétiques, c'est ce qu'on a rappelé. Donc on a un transmetteur et bien sûr un récepteur. On parle dans le domaine de la communication de porteuses ou ondes porteuses, ça c'est très important. L'onde porteuse, généralement d'une simple fréquence plus élevée que le signal d'entrée, permet de transmettre l'information à travers l'espace sous forme d'ondes électromagnétiques. Donc voilà le signal que vous voulez adresser, vous avez la porteuse, et bien sûr, les deux systèmes combinés vous donnent un signal modulé qui peut être transmis dans l'espace. Donc aujourd'hui en audioprothèse, les différents systèmes, les voici, et nous allons les décrire. Donc l'induction numérique codée, qui aujourd'hui est utilisée dans la plupart des aides auditives, pour parler entre l'aide auditive droite et l'aide auditive gauche. La radiofréquence, ou les systèmes plus connus sous le nom de Bluetooth, Blue Energy, on va le décrire après. En fait, le Bluetooth fait partie des systèmes bandes ISM de l'industrie scientifique médicale qui s'établit entre 900 MHz et 2,4 GHz. À l'intérieur, le Bluetooth s'inscrit et on verra d'où vient le terme Bluetooth un petit peu plus tard. Vous voyez ici une antenne à gauche, électromagnétique pour un distributeur, et puis aujourd'hui une autre antenne, l'antenne d'un processeur, c'est le processeur NX de chez Signia. Vous voyez le design dans le boîtier, à l'intérieur du boîtier. Et donc c'est vraiment très différent entre un industriel et un autre. Les systèmes de modulation de fréquence qui oscillent au travers des anciens systèmes, donc ça c'était les systèmes analogiques 169 MHz et 176 MHz, dont on parle moins, puisqu'ils sont beaucoup moins utilisés, voire plus du tout. Et puis ils ont été remplacés par les systèmes digital modulation
donc modulation sur une porteuse 2,4 GHz, qu'on connaît plus sous le nom de FM numérique, au travers des systèmes Roger en particulier. Donc les industriels utilisent des zones fréquentielles autorisées par l'organisme de régulation des télécommunications, qu'on appelle aujourd'hui l'ARCEP, anciennement appelé ART. L'induction numérique codée, donc vous avez une antenne qui sert d'émetteur et une autre antenne qui sert de récepteur. En fonction des industriels, il y a des différences encore. Vous pouvez avoir soit des systèmes de bobinage, comme c'est le cas encore chez Videx. J'ai pris un industriel, tous les industriels ne donnent pas leurs caractéristiques technologiques, même quand on leur demande. Ils sont parfois très secrets sur leur système, mais parfois on arrive à avoir certains industriels qui s'ouvrent un peu plus. Donc là, j'ai pu obtenir quelques informations, notamment chez Signia, où vous voyez, le design est totalement différent, puisque vous avez dans le circuit intégré l'implication de ces systèmes qui ne représentent que 7% du circuit intégré. Et pour d'autres, c'est carrément un bobinage plus traditionnel. Donc son rôle est le même, qu'il soit sur la puce Signia ou chez Videx. On a un émetteur, un récepteur, et il y a un système qui va émettre, et l'autre système qui va permettre de recevoir l'information pour que les informations communiquent entre les deux additives. Donc on peut communiquer effectivement au travers d'interfaces directement, ou entre les additifs, comme je viens de dire à l'instant. Vous avez des systèmes d'impulsion qui fonctionnent par paquet, et vous avez des signaux audio numériques. Donc voici les industriels qui communiquent avec ces systèmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'induction numérique codée est utilisée par de nombreux produits, aussi bien en classe 1 qu'en classe 2, et d'autres industriels ont fait des choix différents. Donc il y a des choix stratégiques en fonction des industriels. Ceux qui ont choisi l'induction numérique codée, eh bien, voici la plage de fréquence pour Signia, entre 3,144 MHz et 3,4 MHz. 3,84 pour la puce Velox, avec un système connu déjà au travers d'autres puces chez Oticon qu'ils ont conservées, sauf que sur la puce Velox, il y a eu des améliorations très sensibles au niveau de la vitesse de transmission, bien entendu. Pour Phonak, Starkey et Videx, il y a des signaux qui sont différents, puisque vous voyez que l'onde porteuse est à 10,21 MHz et s'établit jusqu'à 10,6 MHz. Chez Phonak, il y avait eu des changements, notamment par rapport aux problèmes de conflit avec les implants de chez AB. Donc la vitesse de transfert de données est bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle va dans les deux directions, et elle peut osciller en fonction des industriels. Alors, je n'ai pas tous les industriels, ceux qui ont bien voulu répondre m'ont donné quelques informations. Là, on n'est que sur les signaux audio, à ne pas confondre transfert de données et signaux audio qui n'ont pas la même vitesse de transmission. Alors, évidemment, plus la vitesse de transmission est élevée au niveau du signal audio, plus vous aurez une qualité de signal importante. Et ça, c'est important. Donc, vous voyez qu'il y a des différences très importantes entre les industriels. Et la portée s'établit, pour l'induction numérique codée, à une portée très courte, puisqu'on est de 20 cm à 1 mètre. Avec une consommation très faible, puisque la consommation est inférieure à précisément 20 fois celle du Bluetooth traditionnel. J'ai bien précisé traditionnel. Donc le principe de fonctionnement, vous le voyez ici. Donc vous avez un système, un émetteur, vous avez toujours un convertisseur, puisqu'évidemment vous devez convertir un signal numérique en signal analogique avec un système de porteuse. Il y a la porteuse qui transmet le signal, il y a le récepteur reçoit l'information de l'émetteur, et il y a le même processus dans l'autre sens. Donc aujourd'hui, on sait que l'induction numérique codée est un système très intéressant, très peu gourmand en énergie. C'est pour ça que certains industriels ont conservé et ont fait ce choix. Et même certains ont pris le parti de modifier leur structure pour repasser d'un système 900 MHz, on le verra pour Starkey plus précisément, à un système d'induction numérique codée. Pour d'autres, ils ont pris le choix différent. Donc on verra ça aussi plus tard. Donc la transmission de données sans fil, donc elle se fait au travers de signaux qui sont cryptés, bien entendu, parce que sinon il y aurait des perturbations. Vous avez une modulation qui est avec un effet de sommation, donc F1 plus F2, avec ce qu'on appelle des trains binaires modulants, de façon à avoir au final un signal codé, donc sous le principe donc FSK, qui signifie modulation par déplacement de fréquence. Donc, on va passer maintenant au système radiofréquence. Nous avons terminé sur les systèmes d'induction numérique codée. Le système radiofréquence, lui, est régi par une directive, qui est la directive EN 5501,
qui régit tous les systèmes de protocole ISM, c'est-à-dire qui régit l'industrie scientifique et médicale. Et le Bluetooth en fait partie, c'est-à-dire que le Bluetooth fait partie de cette directive et elle s'intègre totalement à l'intérieur. Donc en fait, c'est une bande de fréquences allouée par, on va dire, les autorités de régulation de la télécommunication qui ne permettent pas d'interférer en raison de leur puissance et de leur distance de communication entre le récepteur et l'émetteur. Donc c'est à la portée de tous les industriels et surtout, il n'y a pas besoin d'autorisation spécifique. Donc le système Bluetooth, lui, opère précisément entre le 2,4 GHz et le 2,483 GHz, contenu dans cette bande de fréquence ISM. Et on a une autorisation parfaite au niveau de l'ART, puisque, comme je vous l'ai dit, la puissance est faible, inférieure à 100 mW, donc il n'y a pas besoin d'avoir d'accord spécifique. Donc aujourd'hui, vous avez des industriels qui fonctionnent en communication, non pas en induction numérique codée, mais pour certaines classes de produits en porteuse 900 MHz. Donc vous êtes sur un autre outil, un autre système, qui va avoir les mêmes finalités, bien entendu, mais il faut savoir que le corps humain absorbe beaucoup l'énergie. Plus la fréquence est haute, puisqu'on est contenu à 60% d'eau, le corps humain, et donc vous absorbez énormément les fréquences élevées. Et plus la fréquence est élevée, plus vous avez besoin d'énergie pour transmettre l'information entre l'émetteur et le récepteur. Donc Starkey a fait le choix d'abandonner cette porteuse 900 MHz entre les systèmes aide auditive droite et gauche au profit de l'induction numérique codée pour la nouvelle stratégie de prothèse LiVio. Chez GN, ils ont conservé un protocole spécifique qui n'est pas du Bluetooth entre les aides auditives, mais qui utilise un protocole particulier qu'on verra après. Et en ce qui concerne Phonak, pour Marvell, c'est le même choix. Il y a bien l'induction numérique codée pour toute les gammes antérieures, comme les gammes Bolero, les gammes Venture, utilisent de l'induction numérique codée, mais la nouvelle gamme Marvell utilise une porteuse 2,4 GHz, qui n'est pas un système Bluetooth, qui ressemble et qui a un protocole propre à eux. Donc l'intérêt de ces systèmes, c'est de pouvoir se connecter sans interface, bien sûr. Alors maintenant, on parle toujours de Bluetooth, je vous parle de porteuse. Allons décrire un peu plus précisément ce qu'est le Bluetooth et son évolution et d'où ça vient. Alors pourquoi d'abord dans bleu, avec ce logo un peu curieux? Eh bien, un peu d'histoire. Ce nom est proposé par Jim Kardach, qui est un ingénieur de chez Intel en 1996, qui travaille alors au développement de la communication entre la téléphonie et les ordinateurs. Et il parle à son homologue de chez Ericsson, qui est un ingénieur aussi qui travaille sur la communication. Et il était en train de lire un bouquin sur ce roi danois, Harald de Blatan, qui était un roi du Xe siècle, qui avait unifié les peuples, ces peuples, et notamment les peuples du Danemark et de la Norvège. Et au même titre, finalement, il s'est dit, Jim Kardach, c'est une bonne solution, ça, puisque le Bluetooth, finalement, c'est l'unification de la téléphonie et des systèmes informatiques. Donc, ils ont pris le parti de reprendre les deux premières initiales de ce roi danois, donc le H et le B, qui, en alphabet runique, s'écrit d'une certaine manière, que vous voyez ici, puisque le B, eh bien, en fait, c'est un B, et le H est une espèce de croix avec une barre à l'intérieur, donc en alphabet runique, ce qui donne bien le sigle Bluetooth, et donc on retrouve comme ça. Alors pourquoi dans bleu? Parce que c'était le surnom qu'on lui donnait, c'était un surnom anglo-saxon, et on l'appelait le roi Harald dans bleu. Donc c'est pour ça que vous avez ce bleu. Alors la création de cette norme a été créée en 1996 par la société Ericsson à Lund. En 1998, il y a un regroupement d'industriels, donc les plus grands industriels sur Terre finalement, qu'on connaissait, IBM, Intel, Nokia et Toshiba, qui sont des grands industriels de l'informatique et de la télécommunication, qui s'associent avec Ericsson pour former ce qu'on appelle le SIG, donc le Bluetooth Special
groupe d'intérêt qui est connu sous le terme SIG. En 1999, c'est la première génération de Bluetooth, avec un élargissement au profit d'Alcatel-Lucent qu'on connaît, de Microsoft et de Motorola, avec une deuxième version de Bluetooth qui apparaît en 2004. D'autres sociétés, bien sûr, rejoignent ce groupe, et vous avez des versions de Bluetooth qui évoluent. On a tous entendu parler du 2.0. Alors, je vous ai mis des débits, et les débits que je vous mets là sont les débits audio, c'est-à-dire ce qui nous intéresse. Évidemment, vous pouvez rechercher dans la littérature et vous vous rendrez compte que vous avez des débits beaucoup plus importants, notamment sur la version 3, qui peuvent atteindre presque 30 mégabits par seconde, mais vous ne pouvez pas transférer de l'audio à cette vitesse-là sans avoir des consommations énormes qui ne peuvent pas être utilisées dans l'audioprothèse. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'audiologie. Alors, en 2010, c'est un point très important, puisqu'apparaît ce fameux Bluetooth Low Energy, dont on va parler sans cesse aujourd'hui, et dont les industriels nous parlent sans arrêt. Et ce Bluetooth Low Energy, effectivement, va être utilisé d'une certaine manière par les industriels, mais chaque industriel va utiliser un peu ses protocoles, tout en sachant qu'il y a des protocoles spécifiques qui ont été écrits déjà par le SIG. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours la transcription de voix, et on est capable, en 2010, de transférer, avec ce système Low Energy, quand même des émissions audio, je parle d'audio, à 1 mégabit seconde. Vous voyez que c'est bien plus faible que les transmissions de données, qui, en version 2.0, étaient de 2,1. Donc, on a les versions d'évolution 4.1 et 4.2, qui évoluent encore, et la dernière évolution, qui est la version 5, où vous allez non seulement avoir des portées plus importantes, et un débit au niveau audio qui va passer à 2,1 mégabits seconde. Donc, ce qui va être très intéressant pour nos industriels aujourd'hui. Il faut savoir que vous avez 3 classes de produits dans le Bluetooth qui régissent des niveaux de puissance différents. Donc, plus vous consommez, plus vous avez une portée importante, et plus vous pouvez avoir de protocoles spécifiques dans le système Bluetooth. Donc, vous pouvez avoir une portée jusqu'à 100 mètres, voire plus, avec la puissance, la classe de puissance, la classe 1, qui sont bien évidemment, vous vous rendez compte, dans l'audioprothèse, pas du tout utilisées. La classe 2 qui commençait à être utilisée, mais on s'était rendu compte vite que c'était assez gourmand. Et bien sûr, la classe 3 qui aujourd'hui est le système le plus utilisé. Donc c'est un système très innovant, où la puissance, vous voyez, peut être consommée que de 1 mW. Malgré tout, vous avez quand même des portées qui peuvent atteindre, pour certaines puces, je dis bien pour certaines puces, jusqu'à 15 mètres. Donc, il faut savoir que dans les protocoles Bluetooth, vous avez 25 protocoles. En audioprothèse, on n'en retiendra que 3, surtout. On dit 4, mais 3 vont nous intéresser. Je vais vite les décrire. Vous avez le protocole A2DP, vous en entendrez parler, HSP et HFP. Alors, ils sont importants parce que, si vous voulez, les industriels d'audioprothèse vont utiliser soit un de ces protocoles, soit 2, soit les 3 protocoles. Donc, l'A2DP, c'est quoi? Qui signifie Advanced Audio Distribution, donc c'est-à-dire qu'on va distribuer de l'audio, donc avec... pardon, attendez, excusez-moi, je vais un peu vite. Oui, c'est ça. Donc, le protocole A2DP, donc, qui signifie effectivement un profil de distribution audio exclusif, donc il est dédié à la transmission de qualité, ça c'est très important, c'est un haut niveau de qualité. Exemple d'utilisation, vous avez le streaming audio à l'aide d'une connexion au travers des casques, comme on connaît, comme on l'a au travers des AirPods Pro, comme vous l'avez au travers d'un téléphone et d'une oreillette Bluetooth, quelle qu'elle soit. Après, vous avez d'autres profils que vous pouvez utiliser dans les véhicules, comme par exemple le système main libre, donc qui est le HFP, et le système HSP, donc le système de casque d'écoute. Donc ces protocoles-là sont complémentaires et vont vous permettre d'avoir une gestion plus ou moins importante du Bluetooth au sein de votre aide auditive. Alors, on entend parler également de systèmes totalement dédiés, comme le système MFI. Alors, le protocole MFI est un protocole fait pour les iPhones, avec un protocole Low Energy développé par Apple, qui s'appelle LEA, qui est en fait, bon, oui, du Bluetooth Low Energy, on est d'accord, mais c'est encore un protocole spécifique à l'intérieur du Bluetooth,
et qui va vous permettre de fonctionner avec un Bluetooth 4.2. Alors en réalité, vous pouvez fonctionner en 4.0, mais on se rend compte qu'au niveau des audioprothèses, si vous avez des systèmes en 4.0, ça ne marche pas très bien. Si vous êtes en 4.2, ça marche beaucoup mieux. Vous avez là la possibilité d'avoir la distribution de la voix sur ce système Bluetooth 4.2, et vous avez une bande passante très large chez Mac qui peut aller jusqu'à 9,5 kHz. Chaque prothèse est indépendante et va recevoir la voix de façon distincte. Vous avez d'autres industriels qui ont choisi le MFA, c'est-à-dire le Made for All, pour tout, pour tous les systèmes. Alors eux, on va penser qu'ils vont utiliser une ancienne génération de Bluetooth. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser un protocole particulier dans la porteuse 2,4 GHz, qui est le A2DP, plus le HFP. C'est valable pour la puce Marvell, la puce Word, qui est une puce extrêmement innovante, avec des protocoles tout à fait évolutifs, et ça je tiens à le dire. C'est-à-dire que quand vous allez mettre à jour la puce, elle va se mettre à jour au niveau du Bluetooth, au niveau de ses protocoles, et vous allez pouvoir appairer d'autres systèmes avec. Donc vous allez pouvoir avoir effectivement de la voix. Vous allez pouvoir avoir un autre protocole qui vient d'apparaître, qui est le protocole ASHA, qui vous permet d'avoir une liaison directe avec les systèmes Android. Donc c'est un autre protocole qui fonctionne sur le 2,4 GHz également et qui utilise le protocole Bluetooth A2DP que j'ai décrit antérieurement. Donc là, vous allez pouvoir avoir que les nouvelles générations, puisque ce système-là utilise le Bluetooth Low Energy, mais de la version 5. Donc seuls les produits de dernière génération permettront une compatibilité avec ces systèmes-là. Donc vous avez la possibilité de transmettre de la voix, mais jusqu'à une bande passante qui est moins large que celle que vous avez dans le protocole développé par Apple, puisque vous voyez qu'Apple a toujours été très, très innovant et très vigilant, notamment dans ses transferts de codage audio, puisqu'il a des systèmes spécifiques de codage audio qui lui sont propres. Donc on parle aussi du BLE, puisque vous savez que vous avez de la transmission au niveau commande, et là c'est encore l'autre protocole qui n'est pas A2DP, mais qui est le protocole HFP. Donc ce protocole-là qui vous permet d'avoir la commande via le Bluetooth 4.2, qui est le Bluetooth traditionnel, et là qui est utilisé par Android et par iOS sur toutes les puces en audioprothèse aujourd'hui pour pouvoir avoir la communication au niveau des applications. Donc le principe est finalement comme un peu on l'utilise sur l'induction numérique codée, vous avez tout à fait la même fonctionnalité, sauf que bien sûr la porteuse n'est pas la même. C'est une porteuse 2,4 GHz et c'est ce que je vous ai expliqué ici. Donc vous avez le signal digitalisé qui va être transformé en signal analogique avec la porteuse 2,4 ou une porteuse 900 MHz, et vous allez avoir la récupération de ce signal qui va être démodulé et resynchronisé et interprété par votre récepteur. Donc un exemple de prothèse auditive où vous avez ici, ça c'est assez intéressant, vous voyez la coupe en haut, je ne peux pas faire marcher ma petite, ouais, si j'ai ma souris. Ici donc l'antenne Bluetooth, hein, elle est contenue ici, c'est l'antenne Bluetooth, vous avez l'antenne numérique codée, donc l'induction numérique codée, 10,6 MHz, et vous avez ici l'antenne des systèmes, une antenne inductive traditionnelle T, que l'on connaît pour les salles de spectacle équipées pour les malentendants. Ici, vous avez le design d'une puce, de la dernière puce de chez Signia. Vous avez effectivement un peu le même principe que chez Videx. Pour les autres, c'est intégré dans la puce et je n'ai pas pu obtenir le design. Mais chaque industriel a vraiment ses petites marques de fabrique. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est que le Bluetooth, c'est gourmand en énergie. Vous voyez l'induction numérique codée, l'intérêt, c'est que c'est très faiblement gourmand en énergie, 1 milliwatt. Et il a fallu attendre, en fait, le développement des systèmes de consommation basse pour pouvoir l'intégrer dans les aides auditives. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors je vous ai rajouté un petit endroit sur la diapo qui est très important, parce qu'aujourd'hui, les systèmes low energy utilisés dans la prothèse auditive avec les protocoles A2DP, HFP et HSP se situent sur des protocoles qui permettent une consommation faible, aux alentours de 2,5 mW, voire 1 mW pour certaines puces. Donc, en résumé,
Avec l'induction numérique codée, INC, on a l'utilisation systématiquement d'une interface habituellement si on veut pouvoir se connecter à des systèmes Bluetooth, puisque si on n'est pas en direct, si on n'a pas l'antenne Bluetooth intégrée dans l'aide auditive, il faudra une interface. Ça, c'est obligatoire, mais vous pouvez avoir certains outils, certains périphériques qui peuvent se connecter en direct, comme c'est le cas de toute la gamme DEX, chez Videx, comme vous pouviez l'avoir chez Phonak avec la gamme DEC. Si vous avez des aides auditives qui utilisent directement les protocoles Bluetooth, donc 4.2 avec des systèmes low energy ou des systèmes différents, mais qui sont toujours intégrés dans les protocoles ISM, c'est-à-dire de 900 MHz jusqu'à 2,4 GHz, eh bien, vous n'avez pas besoin d'interface. C'était le cas tout à fait de Starkey sur les anciens systèmes, puisqu'on était à 900 MHz et on n'avait pas d'interface du tout, on était directement relié avec le système. Alors, quelques exemples. Je vais essayer de vous récapituler un peu les différents industriels. Donc, vous voyez chez Signia, notamment, j'ai essayé d'identifier et de sectoriser. Sur la gamme Primax, vous avez donc un petit collier, le Smart Connect, et puis vous avez les systèmes de diffusion. Donc, vous êtes obligé de passer par un protocole d'induction numérique codée, puis ensuite un système Bluetooth pour la classe 1. Et ensuite, vous avez bien sûr les nouveaux systèmes qu'utilisent les puces MX et la nouvelle puce X-Experience d'aujourd'hui, où vous avez bien sûr des protocoles Bluetooth Low Energy avec une connexion directe, soit en Bluetooth, soit au travers d'un petit boîtier qui vous permet de rendre le système 4.2 compatible avec votre aide auditive. Pour l'industriel Audicon, eh bien, pour les anciens produits, vous avez encore l'utilisation du streamer avec toute la porteuse 3,84 MHz et puis également les nouveaux systèmes, et vous avez même de la classe 1 et de la classe 2 qui peuvent utiliser le nouveau système avec une porteuse BLE 4.2. Chez Phonak, sur tous les anciens matériels, toutes les anciennes puces, Velox et Core et la puce Bilong, vous avez de l'induction numérique codée. Et bien sûr, vous avez la possibilité de travailler avec des interfaces qui permettent de communiquer en Bluetooth traditionnel, assez gourmand en énergie, puisque c'est des Bluetooth d'ancienne génération entre le périphérique et, par exemple, le module connecté à la télévision. Sur la nouvelle puce Marvell, la puce Sword, là, vous avez vraiment tout un tas de protocoles qui sont possibles. Donc vous avez le protocole BLE traditionnel, vous avez en 4.2, vous avez le protocole A2DP en 2,4 GHz, protocole propriétaire de chez Phonak. Vous avez le système HFP en fonction des versions, ce qui permet donc finalement à cette puce-là de se connecter à de très nombreux systèmes, quasiment tous. Vous avez chez Videx, bien évidemment, les anciens systèmes qui utilisent l'induction numérique codée. Alors, Videx a toujours conservé cette compatibilité induction numérique codée plus système Bluetooth, puisqu'effectivement, même sur les nouveaux produits, notamment au niveau des puces Biong et les dernières générations de produits qui arriveront, vous avez la communication directe BLE, mais tous les systèmes en induction numérique codée existent toujours. Donc ça, c'est vraiment intéressant également. Chez Starkey, vous avez donc toujours ces protocoles sur les puces MUSE qui existent avec le système 900 MHz, protocole direct sans interface, et Bluetooth bien sûr avec une interface, et puis bien sûr avec la puce Livio qui là fait le choix entre l'aide auditive de droite et de gauche d'avoir l'induction numérique codée, donc on a plus cette porteuse 900 MHz et une connexion directe au niveau Bluetooth. Chez GN, vous avez des communications qui, donc GN a toujours été avant-gardiste au niveau de ses protocoles de communication 2,4 GHz, donc il n'était pas forcément Bluetooth au départ, il a évolué bien sûr, et ça c'était les anciennes puces, avec deux prothèses qui parlent entre elles sur des protocoles 2,4 GHz, et le développement du nouveau protocole ASHA qui leur permet aujourd'hui d'avoir une compatibilité, comme ils l'ont au niveau du système Made for iPhone, avec les nouveaux téléphones Android de nouvelle génération. Comme on l'a dit, Pixel 3 et Google. Donc juste, je rappellerai quelques points très très forts au niveau de ces liaisons de périphériques, puisque ces liaisons périphériques permettent d'améliorer
toujours la compréhension dans le bruit. Et ça, c'est très important, mais il faut savoir que c'est gourmand en énergie. Une petite diapositive de rappel que vous avez des industriels qui sont très différents en fonction des stratégies qu'ils utilisent, puisque vous avez des stratégies qui sont plus gourmandes que d'autres, en fonction des systèmes de streaming. Vous avez donc, avec les interfaces, une amélioration considérable de la compréhension. Et là, ce sont des diapositives qui parlent d'elles-mêmes, puisque vous voyez l'amélioration très significative grâce à ces systèmes de liaison sans fil. Là, c'est pour le cas de la télévision. Là, c'est pour le cas des systèmes de microphones déportés. C'était une expérimentation faite par GN au travers de ses premiers microphones. Et ça, bien sûr, c'est repris aujourd'hui dans la littérature, notamment au niveau des travers des systèmes de mini-microphones qu'on connaît chez tous les industriels, notamment aussi au travers des systèmes Roger. Vous voyez une amélioration qui est très conséquente par rapport à l'auditif traditionnel, puisque si vous avez même des micros directionnels, vous voyez que dès qu'on s'éloigne de l'orateur, jusqu'à 6 mètres, vous perdez énormément de rapport signal-bruit. Donc un petit tableau récapitulatif pour presque terminer cette présentation. Donc très important, vous voyez l'induction numérique codée. Aujourd'hui, la porteuse de 3,28 MHz jusqu'à 10,6 MHz, une consommation très faible, et des échanges de données. Alors là, on est sur les échanges de données, on n'est pas sur les échanges d'audio, parce que je n'avais pas toutes les informations sur les audios, mais sachez que l'audio va de 64 kbps à 192, donc déjà des différences importantes en fonction des industriels. Portée, 80 cm à 1 mètre maximum. Au niveau des protocoles ISM et 2,4 GHz, vous voyez, vous avez besoin d'une interface que pour la télévision. Pardon, vous n'avez pas besoin d'interface pour la télévision, mais par contre pour le téléphone, vous avez besoin d'une interface. Vous êtes en 900 MHz ou 2,4 GHz. Vous avez des consommations assez importantes, ça c'était les premières générations. Vous étiez sur un échange de données plus bas et vous aviez une distance qui était limitée par les industriels pour essayer de diminuer la consommation. Et bien sûr, l'arrivée des protocoles Low Energy ont permis, bien sûr, de ne plus avoir de liaison avec le téléphone, pas besoin de périphérique. On est en direct, la télévision en direct, au travers d'un module, mais on est en Bluetooth. On a une consommation très faible et vous avez des échanges de données à un haut niveau. Donc ça permet de données ainsi que d'audio et d'avoir une portée allongée. Donc les industriels ont mis en place des protocoles spécifiques qui permettent de réduire les délais de 20 à 65 millisecondes. Cela permet d'éviter l'écho. Donc ça aussi, vous voyez, c'est des stratégies encore différentes du Bluetooth traditionnel qui lui a un certain délai et qui est gourmand en énergie. Ils ont diminué les distances un petit peu, tout en sachant que maintenant, sur les toutes dernières puces, eh bien, on arrive à avoir des distances rallongées grâce au Bluetooth de 5e génération et aux nouveaux protocoles et aux nouvelles puces et grâce à l'espace entre chaque transistor. Tout ça est très important. Donc les échanges de données ne cessent d'évoluer pour avoir des qualités de signaux de plus en plus performantes. Alors existe-t-il des interférences possibles ? Les champs électromagnétiques, bien sûr, peuvent être modifiés. Il y a un fort potentiel énergétique et plus vous avez des potentiels forts, eh bien, plus vous pouvez modifier, évidemment. Même s'ils sont codés, vous pouvez avoir des petites interférences. Quelques exemples de phénomènes d'interférents. Vous le savez, les portiques d'aéroport, quand vous avez des systèmes électromagnétiques très puissants, bien vous pouvez avoir des bruits parasites dans les additifs, même si vous avez des systèmes de blindage, même si vous avez des systèmes de codage. Les émetteurs radio, télévision, oui, pas de problème. Les systèmes Wi-Fi, les téléphones portables, les plaques à induction, etc. Un petit rappel sur le débit d'absorption spécifique, et ce sera mon avant-dernière diapositive avant la conclusion. Donc, très important de constater que, évidemment, ces sources électromagnétiques peuvent avoir un effet plus ou moins négligeable sur la santé, et donc il y a des règles très strictes. Donc, ça s'appelle le débit d'absorption spécifique, et donc il y a des normes. Aujourd'hui, les normes et la réglementation prévoient qu'aux USA, vous ne pouvez dépasser 1,6 watts par kilogramme pour 1 gramme de tissu, et dans l'Union européenne, c'est 2 watts par kilogramme pour 10 grammes de tissu. Donc, vous voyez qu'on est très très exigeant au niveau de l'Union européenne. Juste un petit rappel, regardez au niveau du DAS, ce qu'on appelle le débit d'absorption, ce que vous voyez sur tous les téléphones portables. Eh bien, si on prend les GSM, on est entre 0,3 et 1,75. Et si on prend le nouveau classe 3 Bluetooth, vous voyez qu'on est très faible, ainsi que l'induction numérique codée. Donc très peu d'influence ou d'incidence sur la santé. Donc en conclusion, toutes les additifs proposés actuellement possèdent des systèmes de liaison sans fil. C'est un véritable atout pour le malentendant,
car il peut bénéficier de stratégies complémentaires qui permettent d'améliorer sans cesse ses capacités de décodage et de compréhension dans la vie quotidienne. C'est un choix aussi exhaustif qui permet à l'audioprothésiste d'apporter toujours des meilleures solutions pour améliorer la compréhension du malentendant. Je pense que ces systèmes de liaison doivent être proposés systématiquement dans l'appareillage auditif parce que ça permet d'améliorer considérablement le confort de vie de nos malentendants. Et ces systèmes de liaison sans fil en audioprothèse, effectivement, ne semblent pas avoir d'effet négatif sur la santé, puisqu'ils ont un niveau de DAS qui est très faible. Le futur standard, eh bien, c'est tout simplement un Bluetooth qui va être développé en partenariat avec EIMA et puis le SIG. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bel EPU. Merci beaucoup Grégory pour cette présentation, brillante présentation. Ce n'était pas un sujet facile et je trouve qu'on a appris beaucoup de choses, notamment sur entre autres le logo de Bluetooth. Moi je ne savais pas cette histoire, c'est bien. Et puis il faut aussi noter que dans le bonhomme d'Ampère, il y a aussi la règle du tire-bouchon pour ajouter une petite note d'humour qui se rajoute à ça. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Certaines tu as répondu juste un petit peu vers la fin de ta présentation. Moi, j'avais deux petites remarques. Après, je passerai la parole à Éric Bizaguet. Au niveau de ces connectivités, on sait qu'il y a des problèmes de conflit, notamment de connectique par rapport aux interfaces de programmation aussi. Il n'y a pas que la connectivité entre aides auditives. Il y a des problèmes ces connectiques aussi peuvent engendrer des artefacts d'un point de vue auditif, quelquefois, dans les aides auditives. Est-ce que tu as des réponses, enfin en tout cas des choses à nous dire un peu sur ce domaine de problèmes de connectivité, de problèmes de conflit qu'il peut y avoir. Tu en as un peu parlé, on sait qu'il y a des canaux qui permettent de réguler un peu tout ça, mais il n'empêche que quelquefois ça dérape un petit peu. Oui. Alors comme je l'ai dit, il y a quand même des interférences, hein. Donc on est sur des champs électromagnétiques, même si on a des systèmes codés, on peut toujours interférer, tout dépend de la puissance du champ. Mais il faut savoir quand même que les industriels nous avaient dit, par exemple pour le Bluetooth, que c'était compatible sur la version 4.0 et on s'est rendu compte très rapidement qu'entre le 4.0 et le 4.2, il y avait d'énormes différences et qu'on avait des systèmes beaucoup plus stables en 4.2 qu'en 4.0. Et au début, on se rendait compte que pourtant on était en 4.0, qu'on était bien par rapport aux prescriptions de l'industriel et puis finalement ça marchait une fois sur deux. C'était très erratique. Je pense qu'en fait... dans les protocoles qui sont utilisés, alors c'est complexe, hein, parce que quand on va gratter, en fait, quand on pose des questions aux industriels, ils ont tous un secret de fabrication, ils ne veulent pas tous le divulguer, ils sont c'est très dur. Alors certains industriels, puis je remercie beaucoup, entre parenthèses, Amélien Debesse et Franck Lucarelli de chez Phonak, qui m'ont particulièrement aidé parce qu'ils ont été très ouverts sur le sujet, et ce n'est pas le cas quand même de tous les industriels. Hein, beaucoup sont fermés, alors, on ne sait pas pourquoi, mais on peut le comprendre. Et je n'ai pas de réponse très claire, mais il y a toujours des interférences parce qu'on sait interférer. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la version 5 est très stable et on arrive à avoir des possibilités de longueur de portée avec une très faible consommation. Et on a bien compris que le signal était facilement perturbé si on avait peu d'énergie. Donc ce qu'on veut dans l'audioprothèse, c'est utiliser la pile ou la batterie avec une plus grande longévité. Donc c'est toujours un casse-tête chinois, hein, c'est la quadrature du cercle. Essayer d'avoir une faible consommation d'énergie en maintenant une très bonne qualité de signal, c'est parfois assez compliqué. Hein. C'est comme pour une voiture, j'oserais dire on veut consommer très peu et on veut rouler très vite. À un moment donné, il y a des choses un peu incompressibles. J'avais encore une petite question, enfin une petite remarque. Tu as parlé au début de ta présentation de l'amélioration du rapport signal sur bruit. Oui. Et qu'effectivement la connectivité permet, entre autres, on le sait, d'améliorer considérablement la directivité, qui est une option de traitement, je veux dire, très favorable pour la compréhension dans le bruit. Hein. On sait que cette connectivité permet d'améliorer la directivité, surtout dans les basses fréquences, parce que les lobes principales de directivité sont beaucoup plus étroits et en tout cas assurés en basse fréquence. Est-ce qu'on a des retombées un petit peu en termes de données là-dessus, sur le fait que par rapport au rapport signal sur bruit, grâce à la connectivité?
Alors, si j'ai bien compris ta question. En termes d'intelligibilité dans le bruit, par Oui, exemple. oui. Bah alors, effectivement, je ne sais pas si je vais bien répondre, hein, mais en termes d'intelligibilité dans le bruit, effectivement, on a des protocoles qui sont utilisés au travers des microphones déportés. Donc, tous ces petits microphones déportés qui apportent énormément une amélioration considérable du rapport signal-bruit. Donc, c'est ce à quoi je pensais. Hein. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir donc, des modules tels que Roger, chez Phonak ou au travers de la puce, eh bien, vous allez avoir quelque chose d'incroyable, c'est qu'avant, on avait un petit module qui venait s'interconnecter directement sur la puce, sur l'additive. Maintenant, la puce elle-même est capable de se connecter directement au système et avec des distances très importantes. Aujourd'hui, j'ai pas de recul suffisant pour dire si c'est si on a réglé tous ces problèmes, mais en tout cas, on en règle beaucoup et on améliore considérablement la qualité du son et même dans les basses fréquences. Enfin, j'ai pas. Très rapidement, deux questions que je reprends facilement. Première question, cross Wi-Fi. Est-ce que Wi-Fi, c'est la bonne idée? Je te pose la deuxième question tout de suite, où tu as répondu, mais que faire des gens radiosensibles? C'est-à-dire que on parle en réalité de normes, mais moi j'ai des patients, je suis obligé de déconnecter le R2. Donc, c'est très intéressant. C'est-à-dire que quand on demande la puissance délivrée par les industriels, donc c'est la dernière diapo, hein, l'avant-dernière sur le DAS, c'est quand même vraiment important, sur le débit d'absorption spécifique. Donc on a bien montré qu'effectivement il y a des gens qui sont sensibles, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, il y a certaines puces qui ont une diffusion quasiment proche de presque moins que besoin de 1 milliwatt, et donc des quantités d'énergie qui sont vraiment extrêmement faibles, et voire quasiment, ils n'arrivent même pas à mesurer le signal. Hein. Il y a notamment une puce, je ne vais pas la décrire, mais une puce dont le signal est très difficile à mesurer. Donc on peut considérer que grâce à l'évolution de ces protocoles, eh bien, les personnes ne deviendront très certainement plus radiosensibles. Par contre, sur les anciens protocoles Bluetooth, qui eux nécessitaient pas mal d'énergie, forcément, là il y avait une gêne terrible, d'ailleurs on le voit bien. Et il y a des différences très fortes entre les protocoles Bluetooth de classe 1, de classe 2 et de classe 3, où la quantité d'énergie nécessaire n'est pas la même, et donc la quantité d'énergie rayonnée, enfin de champ magnétique délivré n'est pas du tout le même. Merci. Cross Wi-Fi, tu l'appellerais comment? Je l'appellerais Cross Bluetooth. Parce que c'est ça aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'on utilise une porteuse, mais c'est un système de... Le Wi-Fi, c'est la même chose de toute manière, puisque le Wi-Fi, c'est comme du Bluetooth. La seule chose, c'est que c'est presque la... D'ailleurs, on utilise une porteuse qui est comparable, sauf qu'on a la puissance du signal est bien plus importante, en fait. C'est tout. Hein. Le terme Wi-Fi, en fait, c'est le plus haut niveau de système d'émission, sans avoir besoin de passer par un accord préalable au niveau de l'ART. C'est ça. Il y a quand même un danger parce que Wi-Fi, ça fait peur. Voilà. Et moi, je pense qu'on pourrait l'appeler autrement, ça serait peut-être plus intelligent. Donc on peut l'appeler induction numérique codée, système de... Voilà, mais à très bas niveau de champ électromagnétique. Bien, on te remercie, Grégory.